Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Comment les macronistes osent-ils se féliciter de leur bilan? Né avant la honte, et Véran a-t-il menti aux Français? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le réaliser, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Laurent Ziran, Charles Von V, Véronique Luisetti, Samuel Ruff, qui m'a rendu visite en Australie, que j'ai rencontré hier, que j'ai eu ce plaisir, et Aïda Lyric. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Les macronistes se congratulent, fiers du travail accompli depuis 7 ans avec Emmanuel Macron pour transformer l'économie française et la faire entrer plus puissante dans le XXIe siècle. Mais comment osent-ils les rotomanes de Bercy, le ministre de l'économie dilaté? Faut-il lui rappeler qu'en 2017, la France était la 5e puissance mondiale et qu'aujourd'hui nous occupons la 7e place, que certains nous voient déjà à la 10e place? Et il est fier d'avoir rendu la France plus puissante dans le 21e siècle? Ah oui, c'est de la propagande digne de la Pravda. Et que dire de Valérie Noyer? Oui, c'est son surnom désormais. Rappelez-vous 2017, les Britanniques qui avaient choisi le Brexit, les Américains Donald Trump. Dans ce contexte, il y a 7 ans, jour pour jour, l'hymne à la joie, youpi, a résonné au Louvre. Ce jour-là, en élisant Emmanuel Macron, les Français ont choisi l'Europe. Et là, j'ai une petite pensée émue pour tous les castors qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2022 et en 2017. Ils n'ont pas voté pour défendre la France, les intérêts des Français, non. Ils ont voté pour l'Union européenne, c'est-à-dire les technocrates bruxellois. Ils ont défendu les intérêts des technocrates bruxellois. Cela d'ailleurs se confirme lorsqu'ils regardent leur salaire, leur pouvoir d'achat, la sécurité. Mais vous savez, Valérie Hayé ose tout, même la récupération la plus infâme. Je veux m'adresser à Colombe et à toutes les colombes de notre pays. L'extrême droite vous promet de baisser les prix par magie. On l'a vu à travers l'Europe. Rien ne change d'un iota quand ils sont élus. Je vais vous faire changer d'avis et changer votre vie. Oui, ce tweet est un modèle de débilité et je vous épargne l'étude de ce slogan digne de la cour d'école. Faire changer d'avis et changer votre vie. Oser s'adresser à Colombe en essayant de capitaliser sur sa misère, oui, il fallait oser. La pauvreté a augmenté, les services publics ont reculé, le pouvoir d'achat s'est effondré. Bref, cette Macronie est responsable de cette tiers-mondisation. Et elle explique qu'elle va changer leur vie. Ah, mais on n'en doute pas. Et en quoi? Retraite à 70 ans, de nouvelles taxes pour éponger les 3000 milliards de dettes? Et elle ose ajouter que rien ne change quand l'extrême droite est au pouvoir. Mais cela a un nom, Miss Valérie Hayé, cela s'appelle l'Europe. Et oui, elle arrive à se contredire d'un tweet à l'autre. Et il y a une question qui me taraude, à laquelle je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'elle a conscience de toutes les âneries qu'elle arrive à débiter dans une soirée? Parce que si elle est sincère, oulalalala. Allez, cela nous fait penser à une fameuse réplique de Michel Audiard. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Le bilan d'Emmanuel Macron, l'incompétent, emprunt indexé sur l'inflation, fermeture de Fessenheim, sanctions contre-productives contre la Russie, 1000 milliards de dettes en plus de 3000 milliards, bradage d'Alstom, Alcatel, Technip, etc., destruction des services publics, dont EDF. Cet homme nous ment, nous ruine et nous humilie. À cause de son incompétence et de son eurolatrie, la France est en train de sombrer. J'imagine que derrière votre écran, vous avez envie d'ajouter des lignes au bilan de l'incompétent Emmanuel Macron. Ah, si on devait
écrire ou tourner une vidéo exhaustive sur les erreurs, les mensonges, la propagande d'Emmanuel Macron, eh bien j'en aurai pour plusieurs semaines. Et puis, il y a ce mensonge que je ne supporte plus. Selon les macronistes, les médias aux ordres, le Brexit serait une forme d'apocalypse. Vérifions avec les chiffres économiques. Si le Brexit est une catastrophe économique, alors c'est l'apocalypse en France et en zone euro. Et oui, il suffit de vérifier, le Royaume-Uni s'en sort mieux que la zone euro et mieux que la France. Un mensonge donc de plus à mettre à l'actif des macronistes. François Asselineau était l'invité de BFM TV, très performant. On l'écoute. Alors que vous, il faut le rappeler pour nos téléspectateurs, vous êtes l'un des rares candidats d'ailleurs qui souhaitait un Frexit, une sortie de l'Union européenne. Voilà, et je voudrais attirer l'attention de toutes les personnes qui m'écoutent. Si jamais l'Union européenne devenait un État, ça veut dire que la France deviendrait un État fédéré. Ça voudrait dire que nous devrions quitter l'Organisation des Nations Unies, parce que vous n'avez pas un siège pour la Californie ou pour l'Arkansas. Ça veut dire que nous perdrions notre statut de grande puissance, notre droit de veto. Ça voudrait dire aussi que notre force nucléaire serait étendue à l'ensemble de l'Union européenne, comme par exemple vous n'avez pas une force nucléaire dans le Nebraska ou dans la Californie. C'est d'ailleurs ce que M. Macron laisse entendre. Et puis ça veut dire aussi un sujet fondamental, c'est que si la France devient un État fédéré, elle peut ensuite être très facilement démembrée, comme on a par exemple démembré le canton de Berne en 1979 avec le nouveau canton du Jura. J'entends ce que vous nous dites, mais on n'en est pas encore là. Tout de même, il y a de très nombreux partis qui sont hostiles évidemment à ce que l'Europe devienne un État fédéral. Mais sur le Frexit, ce qui se passe au Royaume-Uni, l'impact économique notamment, qui n'est pas forcément positif de la sortie de l'Union européenne, ça ne vous fait pas peur? Vous continuez pourtant à penser que c'est mieux pour la France, économiquement aussi? Mais pas du tout. Là, nous avons affaire à une désinformation. Si vous regardez deux éléments, par exemple, sur le Royaume-Uni, on avait dit que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, le Royaume-Uni il s'isolerait du monde. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Le Royaume-Uni vient de devenir la 4e puissance exportatrice de biens et de services devant la France. Et deuxième élément, le SMIC au Royaume-Uni en 2016 était 15% inférieur au SMIC français. Il est devenu désormais, en 2024, 10% supérieur. C'est-à-dire que le niveau de vie des Britanniques augmente beaucoup plus vite qu'en France. Il n'y a malheureusement pas de débat sur cette question. Dernier sondage, Valérie Hayé a encore chuté, elle serait créditée de 15%. Et que constatez-vous? Eh bien que Valérie Hayé mérite bien son surnom, c'est bien Valérie Noyer. C'est un véritable naufrage, elle perd encore un point. Qui profite de sa chute, c'est Glu-Glu. Il passe de 13 à 14%. Il y a un côté vase communicant. Et lorsqu'on sait qu'il y a une marge d'erreur de 2%, eh bien, Valérie Hayé est entre 13 et 17%, tandis que Glu-Glu est entre 12 et 16%. Ce qui fait dire à certains sondeurs que Glu-Glu est déjà devant Valérie Hayé. Quant au Rassemblement national, il est crédité de 31 à 32% d'intention de vote dans les derniers sondages. Quant au camp patriote pour le Frexit, les souverainistes, ils étaient crédités de 0,5% il y a encore quelques semaines. Eh bien, l'addition des deux listes monte à 2%. Manifestement, il y a un intérêt pour le camp souverainiste. Est-ce que Véran a menti ? Rappelons-nous, non, je n'ai pas menti aux Français. Vraiment, Olivier Véreux? Revenons un petit peu en arrière. Nous sommes en 2021, il y a des cas d'effets secondaires et certains pays suspendent le produit d'AstraZeneca. La France, l'Allemagne et l'Italie suspendent à leur tour le pchout AstraZeneca. À la suite de plusieurs pays européens, Paris, Berlin et Rome ont décidé lundi de ne plus utiliser le pchout développé par le laboratoire anglo-suédois en attendant l'avis des instances européennes. Les autorités s'inquiètent de rares cas minimisé de formation de caillots sanguins chez les personnes pchoutées en Europe ces derniers jours. Ces autorités européennes remettent sur le marché le produit AstraZeneca. Et vous aviez à l'époque des ministres qui faisaient le service après-vente, Olivier Véreux, mais également Agnès Pannier-Runacher. Oui, tout allait très bien.
Eh bien non, ils ont fini par le suspendre. Depuis quelques jours, l'information tournait sur le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du pchout. L'autorisation par l'EMA News vient enfin d'être officiellement levée. Les conséquences sont énormes pour ce laboratoire, mais aussi pour les autres pour qui les effets secondaires sont aussi importants et déjà répertoriés par la même agence européenne. Début d'une prise de conscience ? Et comme toujours, avec 3 ans de retard. Parce que nous savions dès le début qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec AstraZeneca. Les Échos. Comment le produit d'AstraZeneca est devenu le mal-aimé? Depuis qu'il est autorisé, le pchout du laboratoire britannique suscite les soupçons. Le manque de rigueur dans les essais cliniques a alimenté cette perception qui n'est pas toujours fondée et qui pose aujourd'hui problème. Les journalistes essayaient de minimiser, mais il y avait en effet des problèmes dans les essais cliniques. Et lorsque ce produit a été administré, eh bien, on a eu ce genre de nouvelles. En Australie, Robin est le 11e Australien qui est mort après avoir reçu le produit d'AstraZeneca. Sa famille parle pour la première fois. Alors que nous étions alertés sur les réseaux sociaux de tous ces effets secondaires, vous aviez Agnès Pannier-Runacher, Olivier Véran, Emmanuel Macron et les autres qui venaient nous expliquer que tout allait au mieux dans le meilleur des mondes des laboratoires. Il faudra que toutes ces personnes s'expliquent un jour devant la justice. Moyen-Orient. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé, mais que se passe-t-il dans la bande de Gaza ? BFM TV. Le Hamas a accepté ce lundi 6 mai une proposition de trêve des médiateurs égyptiens et qataris. Un texte qui est loin des exigences israéliennes pour Benjamin Netanyahou, qui a lancé une offensive terrestre et aérienne sur Rafah, la grande ville palestinienne, et a pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte. Qu'en pense la communauté internationale ? États-Unis, Chine, Union européenne, de nombreux pays, dont des alliés historiques d'Israël, s'opposent à l'offensive sur Rafah. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a jugé inhumain et contraire aux principes fondamentaux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme l'ordre d'évacuation donné par Israël aux habitants de l'est de la ville. Le non-respect de ces obligations peut constituer un déplacement forcé, ce qui est un crime de guerre, a fait valoir Volker Türk. Il juge inconcevable de déplacer de force des centaines de milliers de personnes de Rafah vers des zones qui ont déjà été rasées et où il n'y a que peu d'abris et pratiquement aucun accès à l'aide humanitaire nécessaire à leur survie. Les Américains se trouvent donc dans une situation compliquée. Ils sont contre cette option militaire, mais Benjamin Netanyahou n'en a que faire de leur avis. Et il faut rappeler qu'ils avaient soutenu les accords entre le Hamas, les Qataris et les Égyptiens. Gênés aux entournures, nous continuons à penser qu'un accord sur les otages est dans l'intérêt du peuple israélien et du peuple palestinien, a affirmé Mr. Miller. Les États-Unis ont dans le même temps réitéré leur opposition à toute offensive terrestre de l'armée israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Nous n'avons pas vu de plan humanitaire crédible et applicable, a déclaré Miller. Nous pensons qu'une opération militaire à Rafah, en ce moment même, accroîtrait considérablement les souffrances du peuple palestinien et entraînerait une augmentation des pertes en vie humaine dans la population civile, a-t-il ajouté, répétant que les États-Unis étaient contre. Le président américain Joe Biden en a directement fait part au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou plus tôt lundi lors d'un appel téléphonique. Mais manifestement, Netanyahou en a rien à faire de son principal allié américain. Joe Biden a encore perdu la face. Mais est-ce qu'il reste à l'administration américaine quelques atouts contre Benjamin Netanyahou ? Il y a les armes. L'administration Biden a suspendu l'envoi de bombes qui pourraient être utilisées à Rafah, craignant qu'Israël ne soit sur le point d'envahir la ville du sud de Gaza, c'était il y a quelques jours, où se réfugient plus d'1 million de Palestiniens. C'était dans Politico. Et ils ont également un fameux rapport. Le rapport de l'administration Biden sur la question de savoir si Israël a violé le droit humanitaire américain et international pendant la guerre à Gaza a été retardé et ne sera plus publié mercredi comme prévu, ont déclaré à Politico 3 collaborateurs du Sénat et un assistant de la Chambre.
Le département d'État travaille depuis des mois sur ce rapport qui déterminera si Israël a violé le droit international humanitaire depuis le début de la guerre à Gaza. Si tel était le cas, les États-Unis devraient cesser d'envoyer une assistance militaire à Israël. Selon les spécialistes, Joe Biden et le département d'État, Blinken, utiliseraient cet atout pour faire plier Benjamin Netanyahou. Affaire à suivre. Une vision de l'enfer. BHL, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Anne Hidalgo, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors que l'armée israélienne entre dans Rafah, que la communauté internationale condamne cette option militaire, Gabriel Attal vient faire la cour à BHL qui soutient Benjamin Netanyahou. Cela en dit très long sur l'indépendance de notre politique. Certains nous expliquent sur les réseaux sociaux que l'offensive contre la bande de Gaza va permettre de lutter contre le terrorisme. C'est exactement l'inverse qui se produit. Ce n'est pas moi qui le dis. Acte antisémite, les chiffres incroyablement alarmants d'un rapport mondial. La Ligue anti-diffamation a alerté ce dimanche sur le niveau sans précédent d'actes antisémites enregistrés en 2023. Un peu partout dans le monde, ces extrémistes passent à l'action. En Australie, la police abat un jeune terroriste avec un couteau. Ce jeune fanatique venait de poignarder un client du Bunnings. Bunnings, c'est le Castorama local au cri que vous connaissez bien. Oui, un de plus en Australie. C'est la 3e attaque au couteau fanatique depuis un mois. En France, eh bien, c'est la même chose. Un migrant clandestin tunisien avec 42 mentions à son casier judiciaire menace de faire sauter un tramway à Reims. Et l'extrême gauche est en train de justifier le terrorisme du Hamas un peu partout en France. Sciences Po. La rue ici, elle n'appartient pas à ceux qui trahissent les valeurs du peuple français. Sciences Po n'est pas une annexe de la France insoumise. Et nous refusons cette espèce de chaos qui fait qu'aujourd'hui des étudiants sont empêchés d'étudier. Cette situation qui fait que nos amphithéâtres sont exploités par des gens qui véhiculent en réalité, derrière la défense légitime du peuple palestinien, la haine du peuple israélien. L'opportunisme politique. C'est faux, ça a été démontré. La France insoumise ici, c'est pas de l'opportunisme politique peut-être. Diffuser les discours de Jean-Luc Mélenchon dans la rue Saint-Guillaume, c'est pas de l'opportunisme politique. Ah, si Bellamy était aussi courageux avec les membres de la France insoumise qu'avec Van der Leyen et l'Union européenne, ce serait parfait. Quant à l'honnête homme, il est pris entre deux feux, entre le fanatisme du Hamas et la folie de Benjamin Netanyahou. Difficile de parler de ce sujet. Quant à l'extrême gauche, eh bien, elle est en roue libre. Une terf, une balle, justice sociale. L'extrême gauche appelle au meurtre, ni plus ni moins, de Marguerite Stern et Dora Muto devant la police en toute impunité. Le gouvernement était plus prompt à embarquer les gilets jaunes que ses faiseurs de fatwa. L'extrait est dans ma description. Pour bien comprendre le tweet, il faut rappeler que Marguerite Stern et Dora Muto ont écrit un livre Transmania où elles dénoncent les dérives totalitaires de l'idéologie transgenre. Et elles sont menacées de mort. CQFD. Une TERF dans le vocabulaire woke signifie une féministe opposée à l'idéologie transgenre. Météo en Bretagne. Pourquoi le niveau des nappes phréatiques est en baisse malgré 7 mois de pluie? C'est confirmé. La Bretagne a été arrosée plus que la normale en avril 2024 et au cours des 7 derniers mois. Mais cette météo pluvieuse est restée inefficace. Le Bureau de recherche géologique et minière n'a relevé aucun niveau de nappe phréatique en hausse. C'est très curieux parce que la dernière carte que j'ai consultée du BRGM, qui date du 1er avril, montre qu'en Bretagne, le niveau des nappes phréatiques est très au-dessus des normales de saison. C'est la capture d'écran que j'ai faite. Quant à celle de Marconius, qui date du 6 mai, elle est encore plus claire. Oui, le niveau des nappes phréatiques en Bretagne est au-dessus des normales de saison. Comment comprendre l'article de Ouest France? Je vous laisse répondre. Zelensky, guerre en Ukraine, Kiev annonce l'arrestation de 2 agents qui comptaient assassiner le président Volodymyr Zelensky
sur ordre de Moscou. La Russie a été accusée à maintes reprises d'empoisonner des adversaires du Kremlin dans le pays comme à l'étranger, mais elle a toujours nié ces allégations. Et qui sont les gens qui ont voulu assassiner Zelensky ? Le président ukrainien a-t-il échappé à un complot ? Les services de sécurité ukrainiens, le SBU, ont annoncé mardi 7 mai avoir démantelé un réseau d'agents du FSB russe soupçonnés d'avoir préparé l'assassinat de Volodymyr Zelensky. Ces personnes accusées de répondre aux ordres de Moscou étaient 2 colonels du service d'État ukrainien chargé d'assurer la sécurité de hauts responsables d'État, a fait savoir le SBU, qui soupçonne également ces 2 hauts gradés d'avoir transmis des informations confidentielles à la Russie. Vous ne trouvez pas cela curieux que Zelensky communique sur ce genre de choses ? Hier, je vous présentais la possibilité d'un changement de pouvoir à Kiev, voulu par les Américains, et le lendemain, on nous parle d'un attentat venant de 2 colonels à l'intérieur de l'administration kievienne. Manifestement, cela bouge donc à Kiev. Vladimir Poutine a été investi pour son 5e mandat de président de la Russie. Lors de son investiture, il a fait allusion à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine, nous ne refusons pas le dialogue avec les États occidentaux. Le choix leur revient. Veulent-ils continuer de restreindre le développement de la Russie, continuer leur politique d'agression et de pression ou chercher un chemin vers la paix? Il faut savoir qu'il y avait un représentant français lors de cette investiture. Et il n'y avait pas de représentants anglais, allemands et américains. Emmanuel Macron girouette, est-ce qu'il est revenu à la raison ? Nous le saurons dans les jours qui viennent. Humour, fantaisie, miam miam, que nous prépare le World Economic Forum, une bonne recette de pain aux insectes. On va se régaler. Humour toujours, Hude de la Putassière. Une véritable consécration pour l'excellente Sophie Aram, un exemple pour la nouvelle génération d'humoristes avec un faux article bien sûr du Parisien. Après le Molière de l'humour, Sophia Aram s'est vue décerner le label Humour responsable par le gouvernement. L'artiste de 57 ans qui avait relancé sa carrière en 2018 en moquant courageusement les gilets jaunes a tenu à remercier les complotistes anti-vax pro-Poutine d'extrême droite et gauche qui lui ont permis d'être adoubés par l'exécutif, par Emmanuel Macron. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.